D'accord? Ce que vous connaissez de l'EMFM, on va placer le muscle dans la position où il lutte contre la pesanteur en position 3 et en dessous, on va essayer de le placer dans une position où il n'a pas à lutter contre la pesanteur. On est d'accord avec ça jusqu'à présent? Oui. Ouais. En fonction soit de la fonction que vous voulez tester, soit du muscle, et par exemple vous parlez du membre inférieur, si vous testez les abducteurs, moyen fessier, pour ne citer que lui, quand vous êtes en position 2, l'abduction au niveau de la coxo-fémorale, elle est importante, elle fait à peu près 30 degrés, 40 degrés, ça dépend des gens. Ouais. En général, votre table de kinésithérapie fait une largeur normale de 80 cm à peu près. Jusque-là, vous me suivez? Non? Oui? Oui. Donc, quand vous allez demander si votre patient a une liberté articulaire équivalente à 40 degrés d'abduction, même si vous le placez le plus possible du côté contralatéral au membre que vous souhaitez tester, quand vous allez atteindre, à mon avis, la vingtaine de degrés, mais entre 20 et 40 degrés, vous allez avoir une partie du membre inférieur qui se retrouve en dehors de la table, puisque votre position de départ pour tester les abducteurs est en décubitus. Oui? Le problème, c'est que si vous voulez tester les abducteurs en position 2 et leur accorder la position 2, vous devez bien atteindre l'amplitude que vous avez déterminée dans la liberté articulaire, soit 40 degrés. Ouais. Ce qui veut dire que quand vous aurez passé le stade où la totalité du membre inférieur en abduction est encore sur la table, vous n'aurez pas atteint les 40 degrés. Pour les derniers degrés qui restent, vous allez vous retrouver déjà avec le pied, puis une partie du segment jambier et vraisemblablement le genou qui se trouve en dehors de la table. Ouais. Ce qui veut dire que là, il va bien falloir que vous veniez faire office de table pour garder votre position d'abduction sans compensation possible, permettre à votre patient de pouvoir atteindre les 40 degrés de liberté articulaire et ainsi lui permettre d'atteindre la cotation 2 et vous permettre de coter votre muscle en cotation 2. Ouais. Mais là, la prise en berceau que vous allez adopter pour ce membre inférieur, elle ne va pas être une prise en berceau qui va, avec votre membre supérieur, qui va soutenir également le segment de cuisse. Le segment de cuisse, lui, il va rester sur la table. Or, en fait, on teste les abducteurs. Ce qu'il va vous falloir faire, c'est adopter une prise en berceau pour soutenir le segment jambier, avec votre main qui va venir ici soutenir le creux poplité, mais uniquement en soutien. C'est-à-dire que c'est votre patient qui va être moteur de l'action d'abduction, vous vous contentez de soutenir pour lui permettre d'effectuer les 20 degrés restants. Est-ce que je suis claire? Oui, donc en fait en cotation 2, on soutient toujours le membre pour que le patient n'ait pas à porter le poids du membre. Alors, c'est déjà la première raison. C'est déjà que là, dans cette configuration d'abduction, vous voyez bien que si j'ai 40 degrés, il y a tout ou partie, enfin en tout cas au moins la moitié du membre, qui va se trouver en dehors de la table. Ça veut dire que là, votre patient, soit il compense, soit il n'a pas la possibilité non plus avec son quadriceps de garder l'extension de genou, les fléchisseurs de hanche contre résistance. Si je lui demande de poursuivre le mouvement en abduction alors que le patient reste positionné en décubitus, quand je vais arriver dans les derniers degrés d'abduction, je vais bien mettre en œuvre les fléchisseurs de hanche contre une partie de la pesanteur qui s'exerce sur une grande partie du membre inférieur. Je peux pas j'ai pas de table à disposition chez moi. Est-ce que vous arrivez à imaginer la situation? Oui, oui, j'ai compris. D'accord. Ce qui veut dire que là, quand vous êtes dans cette position-là, déjà vous allez permettre de tester effectivement en position 2 les abducteurs de hanche en leur permettant de pouvoir atteindre la limite de la liberté articulaire que vous avez déterminée. D'autre part, et encore plus qu'ailleurs, vous avez un muscle fatigable, ce qui veut dire que si vous avez besoin de le demander à nouveau un deuxième test, parce que pour X raison il était mal réalisé, ou en tout cas vous avez besoin de revoir,
vous n'allez pas revenir, et c'est un des principes de l'EMFM, le retour est passif. Sauf si vous êtes en position 4 ou 5, auquel cas, le muscle est quand même capable de supporter une répétition importante du mouvement que vous avez demandé. Mais à ce sujet, ça d'ailleurs, j'ai une petite question. On est d'accord que les principes de mobilisation de renforcement se tiennent. C'est-à-dire que si on fait un effort égal avec un temps de repos égal au temps de repos et plus, ça marche quand même. Ou alors ça annule la MFM. Alors attendez, je vous suis pas du tout là parce que j'étais dans le MFM. Donc est-ce que vous voulez bien reprendre? Alors attendez, Charlie. Est-ce que j'ai été claire jusque-là, Oriane, et votre collègue, dont je connais pas le prénom, je vous ai sûrement croisé, mais je ne sais pas qui vous êtes. Charlène. Charlène? Oui. Et... Militzer. Pardon? Militzer. D'accord. Eh bien, enchanté. Voilà. On va commencer par là, hein, parce que dans ce sens-là, c'est plus facile. Alors, est-ce que déjà là, est-ce que ça vous convient comme explication? Oui. Ouais? Ok. Charlie, dites-moi ce que vous aviez envie de me dire maintenant, que je suive. Quand on parle d'un muscle fatigable, je le conçois, mais si on applique les principes du renforcement musculaire et qu'on attend un temps de repos égal ou un peu plus que temps de travail, on peut refaire plusieurs fois la planif de MFM ou alors ça la rend fausse par définition. Alors, c'est pas la rendre fausse. Charlie, un muscle fatigable, il y a plusieurs raisons à cette fatigue. Vous avez un muscle tout à fait sain, avec une commande musculaire qui existe, avec pas d'atteinte neurologique, d'accord? Or, il y a deux raisons pour lesquelles on va utiliser le MFM, parce que dans les années suivantes, vous allez apprendre d'autres manières de tester un muscle, d'accord? En l'occurrence, là, dans les principes de l'EMFM, soit vous testez un muscle dans une atteinte périphérique, neurologique périphérique, soit vous allez tester un muscle ou une fonction, soit dans une atteinte périphérique. Par exemple, l'exemple que je reprends souvent, c'est en infantile, hein, vous avez du mal à dissocier précisément les mouvements que vous allez demander, soit vous êtes en traumatologie et vous avez besoin d'apprécier la possibilité de tel ou tel groupe musculaire, dont l'abduction du membre inférieur, pour reprendre cet exemple. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Bien sûr, oui. Ok. Donc, si on est en traumatologie, il n'y a pas d'interruption dans la commande pour une quelconque raison neurologique. Enfin, sauf s'il y a un nerf qui est coupé. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fractures du tiers inférieur de l'humérus, vous avez souvent une atteinte de l'artère radiale ainsi que du nerf radial. Ouais. Donc, normalement, quand vous avez une atteinte de ce type-là, vous retrouvez très souvent un déplacement du foyer de fracture, hein, avec une fracture déplacée, et puis c'est un des fragments osseux qui va venir embrocher l'artère ou le nerf radial. Mais en général, le chirurgien, s'il a besoin de faire une ostéosynthèse, il se sera vite rendu compte qu'il y a une lésion, soit de l'artère, soit du nerf, ou des deux. D'accord? Ok. Ce qui veut dire que là, le diagnostic, il aura été fait au départ, et que quand vous allez prendre en charge ce patient, vous aurez, sur l'indication donnée par le médecin, fracture humérus traitée de telle manière, avec atteinte neurologique de tel type et atteinte vasculaire. Jusque-là, vous me suivez toujours, d'accord? Oui. Par contre, ça arrive fréquemment. L'exemple que je vais vous redonner, c'est pas sur une atteinte humérale, et c'est une atteinte périphérique qui n'existait pas. J'ai eu un jour à m'occuper d'un jeune garçon qui venait d'avoir une arthrodèse rachidienne, donc on lui avait fixé le rachis parce qu'il avait une scoliose importante. J'avais l'autorisation expresse de pouvoir asseoir l'enfant au bord du lit, d'accord? Il n'y avait absolument aucun type d'atteinte neurologique périphérique quand j'ai eu l'autorisation de l'asseoir. Vous allez voir où je veux en venir. Jusque-là, tout le monde me suit? J'assois cet enfant. Il reste un quart d'heure, je le réinstalle dans son lit. Il n'y avait absolument aucune espèce d'atteinte neurologique suite au fait que je l'ai assis. Alors, le fait que je l'ai assis, je vais aller un peu plus loin dans mes explications parce que pour vous, ça va être un peu compliqué. Eh bien, le fait que je l'ai assis a mis en tension tout le plan postérieur, dont probablement
une ou plusieurs racines du nerf sciatique qui se trouvent dans le plan postérieur. Ouais. Ok. Le lendemain matin, je repasse voir, et là, le chirurgien m'interpelle en me disant « Ouais, tu m'as pas prévenu, comment ça se fait que tu l'as assis alors qu'il y a une atteinte, il ne relève plus, il avait une atteinte périphérique dans le territoire du sciatique poplité externe, et il n'avait plus de releveur de pied. Tibial antérieur, péroné latéraux, etc. D'accord ? Ce qui veut dire que dans la manœuvre qui m'avait été autorisée, le fait que je l'ai mis en position assise, alors il n'y avait rien du tout. C'était la conséquence de la manœuvre de mise en position assise, mais en fait, cette position assise avait fait bouger un petit crochet qui tient le matériel en arrière. Une arthrodèse, on met du matériel le long de la colonne. Okay ? Il veut dire que là, moi, eh bien, il a fallu que je fasse un testing extrêmement précis de tous les releveurs du pied pour que le chirurgien puisse localiser là où se situait l'atteinte et au niveau de quelle racine. Et effectivement, ça a été une urgence chirurgicale. Mais en fait, vous voyez que ça n'existait pas auparavant. Lui, il l'a perçu, mais il m'a demandé de faire un bilan extrêmement précis pour savoir ce qu'il restait. Donc là, j'étais chargée de vérifier qui se contractait et sous quelle forme dans le territoire de L4 ou de L5. D'accord ? Je termine ma démonstration. Quand vous vous trouvez face à un muscle, donc, là, pour des raisons d'atteinte neurologique périphérique, se trouve avoir une contraction, des possibilités de contraction, donc là on dépasse le 0, on est plutôt 1 ou 2, eh bien ce muscle va être fatigable parce que c'est un défaut dans la commande musculaire. En l'occurrence, il n'y a possibilité d'innervation, ou en tout cas très faible parce qu'elle a été interrompue, ou qu'elle est en cours de récupération. Et le fait que vous n'ayez pas la totalité des fibres neurologiques qui innervent ce muscle, eh bien, entraîne une fatigabilité musculaire. C'est-à-dire que dans cette situation-là, vous allez pouvoir demander, d'où le fait d'avoir une position de départ et d'avoir une commande extrêmement précise, puisque vous allez pouvoir demander la contraction, par exemple, des releveurs du pied, et vous allez faire demander une contraction globale des releveurs du pied, flexion dorsale. Et à la lumière de ce que le patient va faire, c'est vous qui allez déterminer est-ce qu'il y a une prédominance du tibial antérieur, est-ce qu'il existe les extenseurs d'orteils, est-ce que j'ai plutôt est-ce que j'ai un petit peu du troisième fibulaire, est-ce que j'ai rien du tout, etc., etc. Mais vous allez le faire 1, 2 fois, la 3e fois, déjà, vous allez vous rendre compte que la possibilité de contraction musculaire est amoindrie. C'est ça la notion de fatigabilité musculaire dans un contexte de neurologie périphérique. Donc vous ne pouvez pas comparer la fatigabilité d'un muscle sain, ou en tout cas innervé de manière tout à fait saine, à qui vous allez demander un entraînement. Ça va être pas la même raison qu'un muscle fatigable à qui il manque une partie de la commande pour défaut d'innervation. C'est bon, Charlie ? Oui, c'est bon, c'est très clair. Donc la fatigabilité, même si on utilise le même vocable, le même vocabulaire, la raison n'est pas du tout la même. C'est pour ça que vous ne pouvez pas invoquer le fait, donc le travail que vous allez proposer en techno, quand on vous dit propose-moi des exercices pour faire passer ce muscle de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4, 4 à 5, eh bien là, alors, quand on vous dit ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir un muscle qui est coté à 1 parce qu'il y a un contexte de paralysie périphérique. D'accord ? Mais c'est ce qu'on vous demande à l'école. Et donc, vous allez utiliser ce que vous connaissez comme exercice. Mais en l'occurrence, dans la vraie vie, vous aurez bien besoin de discerner ce qui provient d'une atteinte périphérique, d'une fatigabilité musculaire parce que, on a perdu le sens de la contraction, qu'on peut répéter 1 ou 2 fois, et que demain on arrivera probablement à le faire 10 fois, et après-demain 20 fois, parce qu'il n'y a absolument pas de lésion neurologique. D'accord. Ok ? Les raisons que vous pouvez retrouver en traumatologie qui peuvent expliquer la fatigue, ça peut être un hématome,
intramusculaire, par exemple, qui va se loger dans les cloisons intermusculaires et entre les myofibrilles, avec un œdème important. Et tout ça, on peut quand même imaginer que la faculté musculaire et la faculté de contraction va être quand même amoindrie, alors qu'au départ, votre muscle n'a pas de raison d'avoir une fatigue. D'accord? Donc ça, c'est typiquement un contexte de traumatologie. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on va être à 3 jours, 4 jours, 5 jours et qu'on va avoir, donc je ne rentre pas dans les détails de polypathologie, on a une fracture, on est dans un contexte orthopédique, ce que vous ferez l'année prochaine, je ne vais pas plus loin. Quand vous allez avoir un œdème qui va avoir diminué, une réaction inflammatoire locale des tissus qui va diminuer, parce que vous aurez mis en œuvre un drainage, que le patient sera positionné en déclive, et bien là, vous allez récupérer très rapidement la capacité de contraction musculaire. D'accord? Là, vous allez pouvoir réentraîner votre muscle et vous allez récupérer très rapidement. Alors que dans le cas d'une atteinte neurologique, la réinnervation périphérique, elle ne se fait pas du jour au lendemain. On estime à peu près que la capacité de réinnervation est de 1 cm par mois. Donc quand vous avez par exemple une atteinte du radial qui se situe à l'extrémité du tiers inférieur de l'humérus, je vous laisse imaginer, comme la réinnervation des muscles de l'avant-bras va mettre un certain temps, ce qui veut dire que potentiellement... 6 mois, 8 mois. Ouais. Pardon? 6 mois, 8 mois. Voilà. C'est-à-dire que là, il va être de votre ressort, et c'est vous qui allez être chargé, et vous seul, de faire un bilan extrêmement précis en termes d'évaluation de la force musculaire pour informer le médecin régulièrement de la progression. C'est-à-dire qu'il y a quelques signes. Le signe Tinel, vous verrez ça l'année prochaine, où en fait, quand on tapote l'extrémité supposée du territoire qui est réinnervé, on va avoir des signes de type fourmillement de manière distale par rapport aux signes de Tinel. Et en fait, c'est ça qui va nous donner régulièrement, et donner aux chirurgiens, mais à nous aussi, la progression de la réinnervation. D'accord? Par contre, vous savez bien que potentiellement vous avez tel ou tel groupe musculaire ou tel muscle qui n'est pas innervé, ou en tout cas qui est un muscle très faible. Mais petit à petit, puisque la réinnervation va se faire, il va récupérer là aussi des capacités de contraction. Vous voyez bien qu'en vous expliquant tout ça, la fatigabilité n'a pas du tout le même sens. Et la possibilité de contraction à 2 n'est pas tout à fait la même qu'on s'adresse à un patient avec une atteinte de type neurologie périphérique ou à un patient qui a une atteinte de type traumatologie ou orthopédie. Est-ce que j'ai été claire dans ma démonstration? Très clair. Ok. Voilà, donc la fatigue, c'est normal pour le moment que vous ne puissiez pas tout à fait discerner quand on vous parle de neurologie périphérique ou de traumatologie, ça vous allez l'apprendre petit à petit. Mais c'est la raison pour laquelle, et j'achèverai pour Oriane, eh bien là, quand vous avez un contexte neurologique périphérique, eh bien vous avez tout intérêt à être facilitateur pour obtenir, je reprends le cas que je citais tout à l'heure, la contraction soit du moyen fessier, soit des abducteurs de hanche dans la position 2. Le retour sera de toute façon passif, d'accord? Et dans cette situation-là, eh bien, ça sera le seul moyen pour votre patient de pouvoir atteindre la liberté articulaire que vous avez définie au départ. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Sur le MFM, parfois sur les cotations 2, on demande au sujet de réaliser qu'une seule composante d'un mouvement, et d'autres moments, Oui. on demande de réaliser toutes les composantes. Mais du coup, c'est à quel moment qu'on fait l'un ou l'autre? C'est par rapport à la prise en charge de la pesanteur? Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors là, si je prends le premier exemple qui vient à l'esprit, puisque j'étais dans les abducteurs, si on prend l'exemple du TFL, c'est celui-là auquel vous pensiez? Oui, par exemple. Ouais, et puis un autre. Les rhomboïdes. Oui, ou alors je pensais moi aux muscles du pied, par exemple, enfin les muscles de la cheville. Les muscles de la cheville, tu les codes comme ça parce que c'est plus simple. Pardon.
Alors attendez, là, il y a plusieurs questions en une, parce que les muscles de la cheville, je vois pas bien comment on peut aborder les choses, mais alors, euh, comment je vais exprimer ma réponse? Euh, Si je veux explorer précisément le TFL, il intervient bien dans l'abduction de la coxo-fémorale, Oui. mais aussi dans la rotation médiale, oui, 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 oui. mais aussi pour partie dans les premiers degrés de flexion, il intervient aussi dans la flexion du genou, la stabilisation, etc. D'accord? Hmm. Sauf que le TFL, il fait partie aussi de cette famille des abducteurs de hanche qui comprend le moyen fessier. Ouais, Oui. le moyen fessier, lui, alors il a ses possibilités de contraction en rotation médiale ou latérale en fonction de la position de la coxo-fémorale, ça on a d'accord, ouais. Oui. Mais en l'occurrence, on a tout à fait le moyen d'explorer le moyen fessier dans sa composante principale d'abduction, puisque ces insertions sont uniquement de part et d'autre de la coxo-fémorale. Hmm. Donc là, si on veut tester sa composante principale en abduction, c'est très facile de le positionner pour n'obtenir que la contraction en abduction. Sauf que le TFL, comme c'est un muscle biarticulaire, et que là, il intervient quand même de manière combinée au niveau de la coxo-fémorale, eh bien, si on veut le tester un peu plus précisément, il faut déjà qu'on évite le plus possible de mettre en œuvre la contraction du moyen fessier. Jusque-là, vous me suivez? Oui. D'où le fait qu'on va déjà le placer. Donc, on va déjà le placer dans sa position, dans une position un petit peu plus raccourcie avec la flexion de hanche. Ouais, Oui. ouais. Ce qui veut dire que là, puisqu'on est déjà en flexion de hanche à peu près une trentaine de degrés, eh bien là, on va limiter quand même l'action du moyen fessier dans sa principale composante d'abduction, puisque là, vu sa situation, l'abduction qu'exerce le moyen fessier est quand même dans le plan frontal. Oui. Ouais. Eh bien, c'est uniquement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est la décomposition et le fait que ça soit des muscles biarticulaires qui font qu'à un moment donné, eh bien, on va épuiser une ou deux composantes et on va les tester uniquement sur une de ces actions pour pouvoir éliminer ceux qui participent aussi à cette action. D'accord. Hein? C'est simplement pour ça. Alors, l'autre exemple auquel vous pensez, vous m'avez cité quoi aussi? Je ne sais plus. Eh ben, Les muscles de la cheville. les muscles de la cheville, oui. Alors, les muscles de la cheville, expliquez-moi un petit peu et donnez-moi un exemple, que je comprenne où vous voulez en venir. Eh bien, sur les muscles de la cheville, donc par exemple sur, je sais pas, le tibial postérieur, Oui. quand on fait, donc on le teste en tant que adducteur supinateur, mais quand on fait la cotation 2, on demande bien de faire les trois composantes de flexion plantaire, adduction et supination, et on ne demande pas juste de l'adduction supination. Ou alors c'est moi qui ai mal Alors, compris. pour moi, le tibial postérieur, donc je vais regarder ce qui vous est indiqué dans le bouquin de testing, et le tibial postérieur, c'est le muscle principal de quel mouvement dans les trois plans de l'espace? Tel mouvement combiné. Version. Pardon? J'ai pas compris le début de votre phrase. C'est pas moi qui ai répondu. Eh oui, mais je sais, mais je vois Maud, mais j'ai pas entendu le début. Donc j'ai entendu J'ai dit inversion. l'inversion. Bah oui, mais c'est juste, hein, c'est l'inversion. Donc en fait, je vais prendre mon bouquin de testing en même temps, parce que du coup, je vais être sûre, vous avez tous la dernière version ou pas? Oui, globalement. Oui. Ouais. Globalement, ça dépend, parce que tout le monde ne les a pas. Donc ils vous disent quoi dans la version? Parce que position 2, position 3, moi, dans ce que je vois du mouvement demandé et dans ce que je vois de la localisation, pour moi, c'est le mouvement d'inversion qui est demandé à chaque fois. Que ce soit position 1, 2, position 2.
Vous vous dites quoi, Kevin? Qu'on Bah, demanderait pas la flexion plantaire? Qu'on Si, demanderait? justement, on demande bien les 3 positions, mais là, je me demande du coup pourquoi on ne demande pas que de l'adduction, supination, comme le TFL, où on demande que l'abduction. Là, vous vous adressez quand même à déjà le pied. Le pied, vous savez bien que c'est de multiples articulations, d'accord? La coxo-fémorale, c'est quand même une grosse articulation, genou-pied. Là, moi, je vois pas comment on pourrait différencier et mettre. En fait, les compensations sont beaucoup plus faciles à visualiser quand on va demander l'inversion du pied que ça ne l'est pour le travail de la coxo-fémorale. Donc, les muscles du pied, en fait, c'est à partir des orteils, voire des intrinsèques du pied, que vous allez pouvoir percevoir les compensations possibles. Oui. Donc, la fonction principale, et en fait, la fonction principale, dans les muscles du pied, on ne teste pas que la flexion dorsale qui va s'exercer dans la tibio-tarsienne. On teste en même temps toute la mobilité qui s'exerce dans toutes les rangées du tarse, du quart, de la subtalaire, etc. Vu la position et le passage soit des intrinsèques, soit des extrinsèques. Et cette position-là, eh bien, elle est quand même très définie, l'inversion du pied. Et donc, c'est simplement avec les compensations possibles que vous allez... Et puis en plus, visuellement, il est quand même très facile à pouvoir localiser. Donc, plus que ça, je peux pas vous répondre, Kevin. On dit Kevin ou Kevin, d'ailleurs? Kevin. Kevin. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Alors, par rapport à ça, le sein, c'est quoi? Par rapport au tibial postérieur. Ouais. Parce qu'en EMFM, nous, avec Madame Ferry, on a vu que on demandait justement les 3 mouvements. Ouais, Mais l'inversion. du coup, pour la cotation de 0, entre guillemets 0, mais du coup, il n'y arriverait pas, mais jusqu'à 2. Oui. Et à partir de la cotation 3, on demande que l'adduction. Parce que du coup, elle a dit que sinon, c'était plus le triceps sural qui réalisait l'action de la flexion plantaire et pas le tibial postérieur. Alors, ce que vous a dit Marie-Frédérique Ferry est très lié à la pratique clinique auprès d'un patient. Effectivement, l'inversion, quels sont les muscles qui peuvent aider et concourir? Alors, on va dire particulièrement à la flexion plantaire, c'est quand même bien le triceps sural, d'accord? Mais l'inversion, qui est capable d'agir aussi sur l'adduction, capable d'agir aussi sur la supination. Quels sont les autres muscles qui sont capables de faire ça? Il y a le tibial antérieur. Le tibial antérieur. Le tibial antérieur. Oui. On a dans quelle composante, le tibial antérieur? Il fait de l'adduction et de la supination, mais avec de la flexion dorsale. D'accord. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, je suis d'accord. Mais plutôt dans la version flexion plantaire. Du coup, on a les fléchisseurs des orteils et fléchisseurs de l'hallux. Fléchisseurs des orteils, fléchisseurs de l'hallux. D'accord? Mais de ces muscles-là et du tibial postérieur et le triceps sural, lequel est plus puissant? C'est bien le triceps sural sur ces 4 muscles-là. Vous avez bien vu la manière dont on a de coter le triceps sural, puisque c'est le seul qu'on va coter en charge et en équilibre en monopodal. D'accord? Donc là où je vous rejoins, c'est que sa pratique clinique va indiquer ça. Maintenant, moi je pense que pour le MFM, tel qu'on vous demande de le réaliser en première année, moi je ne vois absolument pas de contre-indication à ce que vous mettiez une résistance à l'abduction, à la supination et à la flexion plantaire. D'accord? Donc, là où je rejoins aussi effectivement Marie-Frédérique Ferry, c'est que dans la pratique que j'ai moi en pédiatrie, le tibial postérieur, et surtout, alors là on est en neurologie centrale, mais vous avez beaucoup de déformations quand vous avez des patients alités très longtemps, neurologique ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien trouver ça en neurologie, vous avez beaucoup de déformations du pied en varus équin.
d'accord? Et vous vous retrouvez avec un triceps sural, solaire, plus ou moins les gastrocnémiens, ça dépend de la possibilité d'extension du genou ou pas, mais très rétracté, et y compris le tibial postérieur. Et en neurologie centrale, par exemple, eh bien, on s'intéresse beaucoup au triceps sural, qu'on va allonger, à qui on va injecter des toxines botuliques, mais aussi au tibial postérieur. D'accord? Donc, moi, je comprends tout à fait son point de vue. Et là, gardez ça dans un coin de votre mémoire, vous en servirez après. Mais en l'occurrence là, dans l'exercice précis qu'on vous demande en première année, de répondre à une question de cote-moi le tibial postérieur en position 2, 3, 4, 5. Faites comme on vous l'indique, parce qu'au moins, vous saurez rechercher, mettre en évidence les compensations, par exemple, et savoir comment vous pouvez ajuster aussi votre résistance. Parce que vous vous rendez bien compte que la résistance, alors à part pour le tibial antérieur, puisque là, la résistance qu'on va appliquer, elle peut être quand même importante par rapport aux autres muscles du pied. Ok? Donc, je vous fais une réponse de Normand, mais les réponses de Normand, vous commencez à toucher du doigt qu'en kiné, il y en a beaucoup, puisque c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que c'est l'environnement, la pathologie, les pathologies, l'âge, qui vont faire que vous allez ajuster et que vous allez, soit vous allez tester que l'adduction, puisque là, vous savez, par exemple dans le cas que vous citez Valentine, soit vous allez tester précisément plutôt telle composante du tibial postérieur, puisque vous n'arriverez pas à faire autrement, mais c'est votre expérience qui va aussi faire que vous allez adapter et ajuster votre commande et votre finalement réalisation du bilan musculaire. Ouais. Merci. Je vous en prie. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous y avez déjà répondu, mais c'était sur l'exemple du TFL tout à l'heure. Ouais. Vous aviez dit qu'on le mettait dans certaines positions pour, en gros, épuiser certaines fonctions. Oui. D'autres muscles. Et je me demandais justement si le fait de... Je sais pas comment expliquer. D'épuiser normalement ces autres muscles pour faciliter l'action du TFL, si malgré tout le fait de mettre dans certaines positions qui n'étaient pas faites entre guillemets pour d'autres muscles permettait aussi de mieux voir les compensations des autres muscles ou pas, ou si ça n'avait rien à voir. Alors, reprenez votre question si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Voilà, parce que c'est vendredi 17h et je suis étanche complètement, mais... Par exemple, en gros, pour l'exemple du TFL avec le moyen fessier, ouais. Qui pourrait être une compensation du TFL, je me demandais si le fait de fléchir la hanche et de voir que le mouvement venait plus en rectitude permettait de voir que c'était bien le moyen fessier qui compensait, et au-delà de mettre la hanche en flexion pour faciliter le TFL, ça permettait aussi de mieux voir les compensations, là par exemple, du moyen fessier. Ou si c'était juste un peu par hasard que ça permettait de voir que le moyen fessier se contractait. Alors non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais en fait, c'est pour arriver à le différencier et arriver justement... Alors, on ne va pas l'épuiser. On va le placer, le moyen fessier, dans une position où il n'est pas dans son rôle majeur d'abducteur de la coxo-fémorale dans le plan frontal. C'est surtout pour ça, mais on ne va pas l'épuiser. Ça va nous permettre... Pardon ? Je ne me suis pas très bien exprimée, mais je ne savais pas trop comment formuler ma question. Ouais, alors... C'est parce qu'en fait, en fléchissant la hanche, le moyen fessier, il est plus abducteur, il devient rotateur, c'est ça? Eh ben oui. C'est pour ça. Le moyen fessier, on est bien d'accord que l'abduction, c'est dans un plan frontal. Ouais, Léa, c'est bon pour vous, ça? Oui. Ouais. Oui. Mais en utilisant la position de flexion à peu près à 30 degrés, vous êtes bien d'accord que l'abduction, elle peut toujours exister, mais elle ne va pas se faire dans un plan frontal, comme le moyen fessier le réalise. Il va pouvoir y avoir une possibilité d'abduction à 30 degrés. Oui ? Oui. Mais cette possibilité d'abduction, justement,
On sait, parce que de plus en plus la connaissance, et c'est pour ça qu'il y a des évolutions dans les versions de vos documents support, en tout cas ceux qu'on utilise ici à Nancy, mais les études qui sont faites à partir des relevés électromyographiques nous ont fait quand même progresser dans la connaissance de qui se contractait quand et dans quelle position. Eh bien, en l'occurrence, à partir du moment où vous ne placez pas dans les conditions maximum la mise en œuvre du moyen fessier, eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir déceler cette abduction, plus réalisée par le TFL, mais plus réalisée dans les conditions où il est déjà en flexion et en rotation médiale. Ouais? Ouais. Est-ce que Oui, c'est bon. Ouais? Ok, très bien. Donc en fait, ces positions-là, vous commencez à probablement bien percevoir l'intérêt du bilan. Et entre autres, oui, le bilan théorique tel qu'on vous l'apprend et qui vous permet surtout de mettre en pratique vos connaissances en anatomie palpatoire, le fait d'arriver à décomposer les mouvements, le fait d'arriver un peu plus facilement à percevoir quand est-ce que la pesanteur se met en œuvre en fonction de la position, enfin déjà du muscle que vous cherchez ou de soit du muscle, soit de la fonction que vous testez. Eh bien, en fonction de la position dans laquelle vous allez préalablement placer l'articulation, vous saurez si les muscles, les muscles se contractent avec ou sans l'effet de la pesanteur. Ça, c'est quand même plus facile pour vous maintenant. Mais ça vous permet aussi de voir que finalement, en pratique clinique, c'est ce que probablement la totalité de vos enseignants de MFM vous indiquent, c'est que dans la vraie vie, vous n'allez jamais utiliser 5 heures de votre temps pour faire un bilan extrêmement précis de tous les muscles du corps ou du membre inférieur. La seule situation où vous allez véritablement procéder à une évaluation analytique extrêmement précise de chacun des muscles, c'est la situation que je vous ai indiquée tout à l'heure de cet enfant qui brutalement a montré des signes d'atteinte neurologique et d'étirement. Donc une fois qu'il a été opéré, ça s'est amendé très rapidement, mais où il fallait absolument déterminer ce qui lui restait et quelles étaient les racines incriminées. De la même manière que quand, dans l'exemple avec Charlie, ce que je disais, quand vous avez une atteinte du nerf radial, eh bien là aussi, la progression et le gain de réinnervation, le seul moyen, outre le tunnel, de pouvoir apprécier cette réinnervation et le gain, soit la possibilité de passer de 0 à 1, à un moment donné, le muscle va être réinnervé, soit la possibilité de passer de 1 à 2, puisque là, il va récupérer de la force. C'est votre possibilité, en ayant connaissance de tout ce que vous êtes en train de faire, là, précisément muscle par muscle, que vous allez bien pouvoir avoir un bilan très précis, traçable, reproductible, des capacités musculaires extrêmement très fines de votre patient. D'accord? Mais dans la pratique courante, vous allez souvent déjà faire une première analyse de manière globale, par fonction. Comment se passe l'abduction de la coxo-fémorale? Ah bah tiens, il y a quand même plus une tendance à la flexion de hanche quand je lui demande. Ah bah oui, effectivement, le moyen fessier. Et c'est là que vous allez mettre en place votre exercice d'analyse, puisque vous connaissez les compensations. Ah bah ouais, si je le mets contre la pesanteur, il n'est pas capable. Alors si c'est sans pesanteur, comment ça se passe? Vous voyez? Et en fait, vous naviguez, soit vous avez l'atteinte et vous êtes capable de décliner cette atteinte puisque vous connaissez l'innervation tronculaire et radiculaire, soit vous ne connaissez pas l'atteinte et à partir des possibilités de contraction musculaire, soit d'un groupe de muscles, soit d'un muscle ou de plusieurs muscles, vous allez pouvoir par déduction savoir, alors ça va pas être blanc ou noir, ça va être une petite touche d'atteinte dans tel territoire, un petit peu majorée dans tel autre territoire, et évidemment tout ceci va venir en complément, par exemple, d'un EMG qui va être réalisé par un médecin, par un neurologue, qui va déterminer le type d'atteinte du nerf périphérique, le type de lésion, est-ce que ça va pouvoir récupérer ou pas. C'est une autre manière d'envisager ma réponse. Ouais? Ça vous convient? J'ai été claire ou pas? Ok. Moi, madame, j'ai une question. Ouais.
Pour le MFM du grand pectoral pour l'adduction horizontale, vu qu'on l'a pas vu en cours, je me demandais si fallait, parce que dans le Daniel c'est précisé par rapport au chef et aux muscles entiers, mais du coup je me demandais du coup si on faisait les différents chefs quand on faisait le MFM ou alors si on faisait direct le muscle en entier. Alors, il y a plusieurs réponses. Là encore, je sais, hein, je suis pénible, mais c'est hélas comme ça, impatient. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas A plus B égale C. C'est jamais comme ça. Enfin, de temps en temps, mais c'est rare. Le grand pectoral, il a déjà ceci d'intéressant, c'est que il a deux chefs qui sont innervés, pas tout à fait par les mêmes racines. Il y a 4 niveaux d'innervation, si vous reprenez précisément le Daniels. Vous avez le chef claviculaire et le chef sternal, d'accord? Ces deux innervations vont avoir un intérêt, par exemple, quand vous avez des atteintes de type Guillain-Barré ou des atteintes de type paraplégique, puisque il peut y avoir une atteinte qui fait que l'innervation la plus haute du chef claviculaire, eh bien celle-là va encore exister, même si elle est faible, alors que celle qui innerve les deux racines immédiatement inférieures, qui innerve le chef sternal, celles-là, elles vont être plus atteintes, on aura une force un petit peu moins importante. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir, là aussi, c'est un muscle clé qui va nous permettre d'identifier peut-être un petit peu plus quel est le niveau de l'atteinte. D'accord? Parce que, par exemple, si vous avez un grand pectoral, alors là, je vais me mettre en face de ma caméra, si vous avez un grand pectoral qui est capable de faire ce mouvement, donc je pars à peu près de 60 degrés de flexion, et j'arrive ici en adduction, mais plutôt orienté vers le haut et le dedans, c'est plutôt lequel? Quel chef va plutôt fonctionner? Le claviculaire. Claviculaire. Voilà, le chef claviculaire. Alors là, je suis dans une position, parce que j'ai pas d'atteinte du grand pectoral, puisque là, j'étais plutôt avec ou sans pesanteur dans la position que je vous ai décrite là. Là, le chef claviculaire de mon grand pectoral, je suis partie à 60 degrés et je suis arrivée à un peu moins de 60 degrés en adduction, mais ma contraction, elle se dirigeait vers le haut et vers le dehors. Donc j'étais plutôt avec ou sans la pesanteur? Avec. Forcément avec vu qu'on monte. Pardon? Forcément avec vu qu'on monte. Eh ben voilà, j'ai pas dit que c'était la pesanteur complète, d'accord? Une partie de la pesanteur s'exerce quand je fais ce mouvement. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle déjà, la proposition qui vous est faite dans le Daniels, quand vous testez ça, c'est quand même plutôt, votre patient il est installé plutôt comment? Assis ou couché en décubitus? Décubitus. D'accord? Moi je vous montre comme ça. Je continue ma démonstration. Vous avez un patient là qu'on veut placer plutôt à 120 degrés, et donc là on va demander de l'adduction, d'accord? Et là je suis aidée ou je suis contre la pesanteur? Et quel est le chef qui travaille le plus quand je fais ça? Bah, c'est le chef moyen. sternal. C'est le chef sternal, d'accord? Et là je suis plutôt aidée par la pesanteur, d'accord? Je pars d'une position à 120 degrés, j'arrive effectivement en adduction, mais je ferme ici l'angle et le sens de la contraction, c'est vers le bas et le dedans, d'accord? Et là, en l'occurrence, je suis bien dans l'adduction et c'est bien le grand pectoral. Ça, c'est à réserver pour la pratique clinique. Et en l'occurrence là, dans une épreuve, soit d'un CC, soit d'un examen semestriel, on va pas aller vous chipoter en vous disant oh bah alors le grand pectoral je le teste comme ça. Par contre, si on vous pose la question est-ce que vous avez un moyen de discerner les deux chefs, d'accord? Votre réponse où vous le testez en global ne sera pas fausse. Mais si vous y ajoutez que vous êtes capable de discerner les deux chefs, et puis pourquoi je vous dis ça? Parce que le grand pectoral, vous allez en entendre reparler dans le rachis, puisque un jour vous allez aborder le segment hypoextensibilité, et que l'hypoextensibilité du grand pectoral, on va la quantifier, et surtout si on la quantifie, on va être chargé de la traiter. Donc, de proposer des étirements visant à pouvoir récupérer
il ira donner une longueur plus importante au niveau du grand pectoral. Et les étirements du grand pectoral se font en respectant les différents chefs. Donc, vous voyez que tout se retrouve au final. D'accord? C'est-à-dire que la position que vous allez donner à votre membre supérieur va avoir une influence sur l'exercice que vous allez proposer d'étirement du grand pectoral. Hein, je fais une incursion dans le rachis. Mais en l'occurrence, quand on parle de l'adduction et quand on parle dans le bouquin de MFM, quand on vous parle de tester le grand pectoral, on vous dit qu'il est responsable de quel mouvement dans la scapulo-humérale? Pourquoi grimacez-vous? Est-ce que j'ai posé une question bizarre? Non, je suis en train de réfléchir. L'adduction et antépulsion de l'épaule. Enfin, c'est un... Ouais, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antépulsion de l'épaule pour vous, Charlie? Attendez, je vais pas te dire une bêtise. Pour moi, l'antépulsion, c'est un peu le mouvement du boxeur comme le fait le dentelé antérieur. Et le grand pectoral est synergique du dentelé antérieur pour l'amener. Sauf que s'il y a le grand pec qui est plus fort que le dentelé antérieur, le point va partir vers le dedans, donc en adduction. C'est les rhomboïdes qui sont synergiques du dentelé antérieur, Charlie, je crois. Non, les rhomboïdes, ils vont se mettre la scapula en rotation. Non, c'est les rhomboïdes, c'est l'inverse. Non, les rhomboïdes, les rhomboïdes, ils sont synergiques du dentelé antérieur. Oui, mais le dentelé antérieur, il est agoniste du grand pectoral dans l'adduction horizontale de l'épaule. Ouais, il est agoniste, alors que le rhomboïde est antagoniste du dentelé. Oui, mais synergiste. Alors. Ouais. Alors, ça, c'est... Alors, je vous cache pas, hein, parce que déjà, il faut remettre les choses dans le bon ordre, hein. Vous commencez à comprendre pourquoi on vous fait travailler déjà sur le membre inférieur avant le membre supérieur, hein, et pourquoi on fait travailler sur la coxo-fémorale avant de vous faire travailler sur le complexe de l'épaule. Ok? Quand Valérie dit le dentelé antérieur est agoniste du grand pectoral, reprenons en détail les actions. Le grand pectoral, il agit sur quelle articulation à cause de ses insertions? Qu'est-ce qu'il fait? Le rotateur médial. Pardon? La gléno. Rotateur médial de la gléno. Rotateur médial de la gléno-humérale. Adducteur. Ensuite. Adducteur horizontal. Adducteur horizontal. On est bien d'accord. Où s'insère le dentelé antérieur? Bord médial de la scapula, dans la face postérieure, et sur le grille costal. Ah, excusez-moi, c'est mon chien. Vous m'excusez 2 minutes, j'arrive. Pendant ce temps-là, Charlie, réfléchissez. Il est super intelligent, ton chien, il s'est sonné à la porte. Allez, on va faire un petit... Bisous, bisous, Valérie. Vraiment une bulle en anatomie. Sérieusement, ça me casse les couilles. Non, mais c'est parce que tu mélanges un peu. Oui. En fait, tu veux bien faire, mais tu veux tellement bien faire que tu te mélanges. Oui, c'est ça. Bord médial de la scapula. Tu arrives à poser et à poser l'origine du dentelé antérieur. Bord médial, bord de la clavicule. D'accord? Bah oui. Ouais. T'as dit quoi, Val? J'ai pas entendu. L'origine du dentelé antérieur, c'est au niveau du tiers latéral de la clavicule. Ah non. Non, ça c'est tu confonds avec le grand pec. Non, ça c'est le grand pec, C'est du dentelé antérieur, là.
Non, Le elle parle dentelé du- antérieur, elle c'est parle du l'origine, deltoïde. c'est le tiers latéral de la clavicule au niveau de la face supérieure. Non, c'est Non, c'est le deltoïde, grand ça. pec. Non, 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 non. Non, 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 Valérie. non, c'est le dentelé antérieur, le deltoïde antérieur, pardon. Ah oui, putain. Parce que le dentelé, il est sur la scapula. Vous m'avez embrouillé. C'est un stabilisateur de la scapula. Non, mais il s'insère sur les côtes. J'étais sur Oui, c'est les côtes. Les C'est côtes, vrai. Je me permets de redonner. Donc, il a pour origine les côtes, de la première à la 10e côte. Mais je croyais qu'on était sur le deltoïde antérieur, moi. Non, Non, on non. ne parlait pas du tout de deltoïde, là. Ben, pourtant, c'est l'agoniste du grand pectoral. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, pourquoi? Pour quel mouvement? T'as dit Pour dentelé. la déduction horizontale. Ah ben oui, mais Ah ben, alors, tout à l'heure, si j'ai dit dentelé, ça, c'est un lapsus. Mais on est sur le dentelé, ouais. Du deltoïde antérieur. J'en suis désolée. Depuis tout à l'heure, je parle du deltoïde antérieur. C'est ça qu'on a vu Il les fait interférences, aussi de parce que- l'adduction horizontale et qui agonise dans le mouvement quand on évalue le grand pectoral. C'est pour ça que là, moi, je suis en train de parler des origines et des terminaisons du deltoïde antérieur. Désolée si j'ai... sur le- Oui, parce Bon, qu'il peut évidemment, pas le être, dentelé, non, rien à voir. il peut pas être Ouais. agoniste parce qu'avec le Non, non, dentelé, rien à voir. Là, je voulais dire le deltoïde. c'est Alors. ouais. Mais c'est très bien, continuez, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. Moi aussi, hein. Mais ça m'arrive de faire, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, en pensant deltoïde, le lapsus sort dentelé, alors que ça n'a rien à voir. Ah, moi, le grand dorsal, c'est le grand droit. Hein. Non, mais il y a des Ah trucs bah, comme ça, des fois. écoutez, Ça... bah, c'est pas grave, si vous savez que vous le faites, bah, vous retombez sur vos pattes, hein, la question, elle est pas là. Excusez-moi pour cette interruption, mais il fallait que je fasse taire le chien, sinon on ne s'entend plus. Voilà. Donc, vos conclusions, pardon? Du coup, en fait, ouais, on parlait des origines et terminaisons du. Bah, là, moi, j'étais sur le deltoïde antérieur, effectivement. Alors, si je vous dis ça, par quel moyen il peut être agoniste et quand on parle d'agoniste, c'est que quand j'ai un mouvement d'adduction horizontale, parce que si je me rappelle bien en résumé, vous avez quand même bien tous dit que le grand pectoral était adducteur horizontal. Bien sûr. C'était en tant qu'adducteur horizontal, ok? Mhm. Adducteur horizontal dans la gléno-humérale. Gléno-humérale, une des 5 articulations du complexe. Si je veux pouvoir avoir un mouvement d'adduction dans la gléno-humérale, ou je dois avoir des possibilités de mobilisation ailleurs. Dans quelles autres articulations du complexe? Il faut que la scapula, elle glisse sur le grille thoracique vers l'abduction. Donc c'est la mise en œuvre de l'homothoracique, on est bien d'accord, ou de la scapulothoracique, ça on est bien d'accord. Vous êtes tous d'accord que quand on amène le bras, le membre supérieur en abduction horizontale, vous avez bien une sagittalisation de la scapula qui va suivre le profil du thorax et qui va être amené en abduction. Ouais. Eh bien ça, c'est réalisé par le dentelé antérieur. Mais le dentelé antérieur ne va pas réaliser d'adduction dans la scapulo-humérale. Ah, ok, d'accord. C'est bien pour ça. Là où je vous rejoins, c'est que pour pouvoir avoir ce mouvement ici, où je suis à 90 degrés d'ABD, ok? Là, je peux très bien décliner le mouvement d'adduction, puisque le mouvement d'adduction, je peux très bien le faire partir de la totalité du mouvement d'ABD horizontal pour arriver jusqu'à la totalité du mouvement en ADD horizontal. À partir du moment où je pars de ce mouvement-là, c'est d'ailleurs le delta d'amplitude qu'on peut vous proposer, mais qu'on n'utilise pas dans la réalisation du test. Mais ici, je vais être dans une position d'étirement maximal du grand pectoral, d'accord? Parce que je suis en abduction. Vous voyez là, je suis en abduction horizontale maximale. Oui? Oui. Je sais pas comment me mettre autrement. Mais en l'occurrence, si je fais ce mouvement-là, et que surtout la scapula ne se décolle pas et que j'arrive à se faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que j'ai des possibilités de mouvements qui sont nécessaires dans la scapulothoracique, on va pas parler des autres, qui me permettent de faire ce mouvement-là. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai un dentelé antérieur qui est très faible ou qui n'existe pas, déjà ça va se voir. Ça se voit comment quand on va faire le bilan du rachis de notre patient? Avec une scapula à la La lata.
Alors, scapula lata, mais surtout avec une pointe de la scapula qui est décollée. C'est-à-dire que votre scapula, elle va pas être, pas parler d'adhérence, mais en tout cas, elle va pas épouser bien la forme du thorax, d'accord? Et surtout, eh bien, vous allez avoir un mouvement. Alors, Charlie parlait du mouvement du boxeur, hein, mais le mouvement du boxeur, quand vous projetez la projection de l'épaule en avant, vous avez un mouvement du moignon de l'épaule, d'accord? Où vous avez là aussi un déplacement de la scapula en abduction et en sonnette. Sonnette quoi? La scapula latérale. Ouais, sonnette latérale. Eh bien, le déplacement harmonieux de la scapula, il est assuré par le dentelé antérieur. D'où la position du test. D'accord? Ouais. Hein? Mais c'est là où je suis d'accord, vous avez besoin pour avoir un mouvement harmonieux, vous avez besoin, eh bien, finalement, pour faire ça, vous avez aussi besoin d'un supraépineux qui fonctionne, d'un deltoïde qui fonctionne, parce que si vous n'avez pas tout ça, vous ne pouvez pas avoir ce mouvement d'adduction dans la position qui vous est indiquée dans le MFM. Ouais. Donc, quand on parle d'agoniste, je suis d'accord, c'est comme le complexe de l'épaule en synésio, où vous avez les effecteurs, vous avez les stabilisateurs, vous avez les moteurs, et en fonction de la position du membre supérieur, les uns deviennent effecteurs, les autres stabilisent, etc., etc. Hein. Et donc ça dépend du rythme scapulo-huméral de la personne, mais c'est bien pour ça que quand vous voulez tester en EMFM les muscles du complexe de l'épaule, on vous dit souvent qu'il faut avoir une épaule qui soit non douloureuse et avec, en général, une intégrité du deltoïde, voire du supraépineux. En tout cas, il y a des choses que vous n'allez pas tester à cause de ces douleurs ou de ces tendons qui peuvent être extrêmement mis en péril dans les positions de MFM. D'accord? Ouais. Donc, quand vous parlez d'agonistes, les agonistes, il y en a besoin pour pouvoir faire ce mouvement, mais l'agoniste, dans le mouvement de l'adduction horizontale, ADD, adduction horizontale, dans la scapulo-humérale, c'est le deltoïde antérieur. Vous voyez un petit peu? C'est complexe, hein, je sais que c'est complexe. Hein. Et quand vous allez avoir un patient, il va falloir comprendre hein, où est l'œuf, où est la poule, qu'est-ce qu'il fait, avec quoi. Hein, et c'est à partir justement de ces positions et de la manière dont vous êtes capable de localiser le mouvement, ou en tout cas, sur quoi j'agis. En l'occurrence, par exemple, si vous testez le trapèze supérieur, vous êtes bien d'accord que là, on parle de l'épaule, mais là, on n'est pas dans la gléno-humérale. On est en partie ici dans la sternocostoclaviculaire, dans l'acromioclaviculaire. On a aussi besoin du déplacement de la scapula en élévation, d'accord? Mais il faut savoir qui agit sur quoi. Et à partir de là, vous pourrez décoder le mouvement et les actions musculaires justement mises en œuvre par votre patient. Est-ce que je suis claire? Par exemple, pour terminer sur le grand pectoral, le bouquin, je vais reprendre ce que vous avez vu, le grand pectoral, dans votre bouquin de MFM, il vous est proposé, quelle que soit la valeur. Alors c'est là où tout à l'heure, Oriane, vous me parliez du soutien du membre supérieur en position 2, par exemple. Ouais. Alors, là, en l'occurrence, pourquoi il faut le soutenir? Et c'est là où moi, je suis pas tout à fait d'accord, et avec la position du test, c'est qu'on a parfaitement moyen de pouvoir tester mieux que ça, le grand pectoral, et sans soutenir. On peut prendre un plan calqué, sinon. Ouais, une table. Là, en l'occurrence, l'adduction horizontale, elle est testée, que ce soit les positions 3, 4, 5 ou les positions 0, 1, 2, elle est bien testée en décubitus, et où vous allez partir de la position en abduction, dans la gléno-humérale, et puis là vous imaginez que je suis couchée sur une table, vous allez demander à votre patient de faire ça. Oui. Et donc en l'occurrence, où s'exerce, si on est en position 3, à quel moment s'exerce le plus la pesanteur sur votre membre supérieur? Est-ce que c'est dans cette position où je suis humérus plaqué contre la table, ou est-ce que c'est quand j'arrive ici dans ce mouvement d'abduction où je suis l'humérus à la verticale, ou alors si je poursuis, je vais avoir
une inclinaison de l'humérus. Alors, dans quelle position est-ce que, enfin, en tout cas, oui, dans chacune de ces 3 positions, où s'exerce le plus la pesanteur? Troisième. Enfin, au moment où l'humérus, il est vertical et après, ça va être aidé par la pesanteur. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, il est contre la pesanteur, après la pesanteur aide. La pesanteur l'aide. Ouais, mais alors, comment je vais tourner ma question autrement? À quel moment le membre subit le plus la pesanteur? Au début. C'est pour ça qu'on l'évalue qu'au début, parce qu'à partir de là, finalement, il est trop aidé. Exactement. C'est-à-dire que là, dans la position 3, 4, 5, d'où le fait que c'est cette position où vous allez placer une résistance ici sur la face antérieure de l'humérus, et que vous allez, en fin du mouvement 3, exercer votre la résistance, soit vous la déterminez à 4 ou à 5, d'accord? Mais oui, dans cette position, c'est là que s'exerce le plus la pesanteur. On arrive à la verticale, c'est comme le point 0. Et si on passe la verticale, eh bien, la pesanteur va aider la contraction du grand pectoral. Ouais. Et si on fléchit le coude, c'est pour éviter que le long biceps, il initie l'adduction, non? Alors, qu'est-ce qui fait le long biceps? J'ai parlé de ça avec Madame Ferry quand on a eu MFM, et je lui ai demandé pourquoi on fléchissait le coude au début pour faire l'adduction, et pourquoi pas on mettait direct, le bras tendu, et elle m'a dit déjà c'est mieux de le faire coude fléchi, et faut le faire coude fléchi parce que sinon le patient il peut avoir tendance à plier le bras en utilisant le long biceps. Alors, si on rentre en plus dans le long biceps, alors le long biceps il passe où? C'est quoi son insertion au niveau de l'humérus? Glénoïdien. Glénoïdien. Ouais, mais quelle est sa particularité par rapport au chef court? Alors, dit autrement. Chef court, chef long. Il est biarticulaire. Voilà. Le chef court, alors biarticulaire, je sais pas si on... Alors attendez que je réfléchisse. Ouais, il est forcément biarticulaire parce qu'il est aussi fléchisseur de coude, d'accord? Mais en l'occurrence, le chef court, il s'insère de l'apophyse coracoïde, d'accord? Il rejoint, et puis sur le tendon bicipital. La particularité du tendon du long biceps, c'est que son action va dépendre de quoi? En fait, vous avez palpé la gouttière du long biceps, vous l'avez fait en anatomie palpatoire, d'accord? Donc, c'est aussi un de ces muscles qui sert à toujours permettre le recentrage de la tête humérale. Mais quelle est son action et surtout, qu'est-ce qui se passe en fonction de la position? Voilà, vous avez la réponse en bas. Ça dépend de la rotation. Ça dépend de la rotation qu'on a de l'épaule. Alors, allez plus loin. Alors, Simon, il l'a indiqué. Hein. Alors, c'est bien, Simon, j'ai pas entendu le son de votre voix, mais vous écrivez. Alors, c'est bien. Et une rotation médiale comme le grand pec? Alors, il fait une rotation médiale. C'est pas tout à fait ça. Il amène la gléno-humérale du fait que le sillon, il passe dedans. Si on est un peu plus en adduction, ça va tirer vers la rotation médiale? Exactement. Il va être plus en rotation médiale, fait partie du grand pectoral. Hein. Mais quand il est un peu plus en rotation médiale, il est plus aussi fléchisseur. Alors que quand il est plus en rotation latérale, eh bien, il va se trouver plus dans le plan de la scapula. Il va être plus un adducteur dans le plan de la scapula, en rotation latérale. C'est aussi pour ça que la position du pouce a parfois un intérêt. Hein. Donc, ça peut être un moyen, justement, avec le coude fléchi. Vous l'avez déjà placé. Alors là, on appelle ça comment quand le coude... Quelle est son action principale du biceps brachial? Fléchisseur de coude. Fléchisseur de coude. En supination. Ouais, enfin, fléchisseur, supinateur, mais en l'occurrence, il est quand même fléchisseur de coude. C'est quand même son action principale. D'accord? Après, on décompose en fonction du chef court ou du chef long. Mais à partir du moment où vous allez le placer déjà en position de flexion de coude, ça veut dire que vous le placez comment? Ça s'appelle comment, ça?
Pardon? Il est en course interne. Ouais, alors ça porte un autre nom parfois. Comment vous... Insuffisance fonctionnelle active. Insuffisance fonctionnelle. Voilà, en insuffisance fonctionnelle active. Ah, bah il y a Louis qui nous a rejoint maintenant. Je sais même pas combien vous êtes en fait au final. En insuffisance fonctionnelle active. Ce qui fait que, en plaçant le coude dans cette position-là, eh bien vous êtes sûr que vous allez là encore favoriser la contraction du grand pectoral. D'accord? Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure avec Valérie, c'est que les positions qui vous sont proposées, eh bien, dans la vraie vie, alors ça dépend ce que vous allez faire, mais c'est toujours plus facile, par exemple, de tester l'adduction où vous allez vous servir d'un plan, vous allez placer le membre supérieur sur une table, d'accord? Et en fait là, vous pourrez tout simplement ici demander à votre patient et il sera sans pesanteur. Et là, vous êtes sûr qu'il va respecter l'adduction horizontale, hein, puisque là, votre plan, il sera défini par la hauteur à laquelle vous allez placer le membre supérieur de votre patient. Il faut qu'il soit à 90 degrés. Et quand vous utilisez cette solution-là, par contre, vous testez tous les chefs, le grand pectoral dans son ensemble. Parce que c'est clair que s'il repose sur une table, vous allez quand même avoir du mal à tester s'il y a une prédominance du chef claviculaire ou du chef sternal. Alors, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut soulever un peu, enfin, ça dépend après, le patient, il va user de stratégie. Mais s'il soulève un petit peu, par exemple, pour diminuer l'angle d'abduction, bah, vous saurez que, manifestement, il a plus cette partie claviculaire qui fonctionne, alors que la partie sternale fonctionne moins. Ouais. Ok. C'est une manière. En fait, le MFM, vous pouvez vous en servir dans plein de situations différentes. C'est-à-dire qu'à partir soit de cette situation, il va compenser, ou alors vous le placez dans une position de facilitation ou pas, et ça vous permet d'asseoir votre raisonnement au final. Ouais. Mais du coup, par rapport à ce grand pectoral, justement, si on le teste sur la table avec une position de quasi-extension, quand on passera en décubitus, est-ce qu'il faudra reproduire cette quasi-extension du coude ou on peut se remettre à 90 de flexion? Alors attendez là, parce qu'à aucun moment, moi je n'ai parlé de tester le grand pectoral en extension de coude. Hein. Bah, quand on était sur la table. Non, le coude est Le coude est fléchi. Le coude est fléchi. Fléchi à 90, d'accord. Oui. Vous êtes sur la table, vous imaginez que là, derrière moi, là, derrière mon dos, c'est la table. Hein, là, moi j'ai mon placard, mais vous imaginez. Donc en fait, quand vous testez l'adduction horizontale, vous êtes dans cette position. Et vous allez faire ce mouvement. D'accord? Vous allez vous arrêter à la position verticale. Là, en fait, si j'analysais le mouvement autrement, quand je me retrouve dans cette position, la gléno-humérale, elle est plutôt dans quel mouvement? Enfin, en tout cas, on peut l'atteindre autrement, mais là, la gléno-humérale, elle est plutôt comment? Bah, sur de la flexion, enfin, oui. Ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, la flexion, dans la gléno-humérale, elle s'exerce dans le plan sagittal, d'accord? Oui. Donc ici, quand je me retrouve ici dans cette position-là, je suis bien finalement dans une position similaire à la flexion, sauf que c'est pas ça que je cherche, d'accord? Et par exemple, si je vais plus loin, qu'est-ce que fait le deltoïde antérieur? Parce qu'elle en a parlé Valérie tout à l'heure. Comment on teste le deltoïde antérieur? Est-ce qu'on le teste dans la composante en tant que d'adduction? fléchisseur de la gléno-humérale? Voilà. En tant que fléchisseur. Vous voyez, et là on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire que le deltoïde antérieur n'est pas le muscle principal de l'adduction horizontale, pourtant il est capable de compléter si jamais, voilà, ça peut être une compensation possible, d'accord? Et par contre, si je cherche à tester la fonction de flexion dans la scapulo-humérale, eh bien je vais entre autres tester le deltoïde antérieur, le coracobrachial, le chef court du biceps. Mais là, on parle de la cotation 3 où je me perds là. Parce que là, vous me Non, en parlez fait- comme si la table c'était votre armoire derrière, mais du coup, on se retrouve en cotation 3 là. Oui. En fait, j'ai compris la question de Kevin. Ouais, moi, en fait, je parlais en Kevin, vous cotation parlez quand on est en cotation sans pesanteur. Mais c'est pareil, ton coude reste fléchi sur la table qui est en dessous là. Oui. Voilà. Oui. Oui, Imagine voilà. la table, elle est là, quoi. Mais parce que quand je regarde dans le livre, je vois que le sujet en fin de mouvement, il a la position coude tendu. Alors vous êtes où là? Vous avez pris le grand pectoral, c'est ça? Voilà, attendez. Oui. Ah oui, page 131. Oui.
Page combien? 131. 131. Ouais, mais il part. En fait, ils disent que le coude est juste en légère flexion, mais ils parlent pas de Oui, 90. si, c'est vrai. Il est en légère flexion, mais en fait, derrière, tu pars comme ça et. Si, oui, il est en légère flexion. Alors, attendez. Là, je suis 5, 4, 3. Donc là, je suis d'accord. Donc là, vous parlez de la valeur quoi? 2, Valeur 1, 0, c'est 1, ça? 0, oui, c'est ça. Ok, alors ils disent quoi? Sur le dos, épaule à 90 degrés d'abduction, coude à 90, le patient est assis. Non, mais ça c'est l'autre. Deux coups derrière. Si le patient est sur le dos, il faut supporter l'ensemble de l'avant-bras, tenir le membre supérieur au niveau du poignet. Ok, le patient fait une adduction du bras à travers le thorax sans mouvement diagonal. Ok. Cotation 2, le patient fait une adduction horizontale de l'épaule dans l'amplitude disponible avec le poids du bras soutenu par l'examinateur ou par la table. En l'occurrence, on va raisonner autrement. La position qui vous est indiquée, si on se réfère et qu'on maintient, c'est pour ça que moi je vous dis que dans les petites cotations, c'est probablement plus facile pour vous si jamais si vous savez que vous pouvez partir de la position de votre membre supérieur à 90 degrés d'abduction, que la liberté articulaire vous permet d'avoir 90 plus 20 degrés d'abduction, par exemple. C'est plus facile dans les petites cotations de partir avec coude sur la table. Parce que là, au moins, vous avez un point de repère et vous n'avez pas à soutenir le poids du membre supérieur. Est-ce que vous savez combien pèse un membre supérieur? 2 kilos. Ouais, entre 2 et 3 kilos. Donc, ça veut dire que là, on change de dimension par rapport à ce que vous avez à mobiliser pour un membre inférieur. Et en fait, là, il s'agit, c'est ce que la question d'Oriane tout à l'heure, il s'agit de soutenir le poids du membre, puisque dans cette position-là, vous avez établi que le patient n'est pas capable d'avoir une contraction contre-pesanteur. Autrement dit, si je le laisse dans cette position-là, je vais dire il est à 0. Ou il va peut-être être à 1. Sauf que si on soutient le poids du membre supérieur, peut-être que le patient sera capable d'être à 1 plus ou à 2 moins, par exemple. D'accord? Oui. Mais parce que cette position, et vous allez vous trouver dans la situation, par exemple, je vais reprendre un autre exemple de pathologie de neurologie périphérique qui s'appelle la maladie de Guillain-Barré, où vous avez une atteinte une atteinte périphérique, de tous les nerfs périphériques. Et là, c'est l'atteinte d'un patient où vous devez tester de manière analytique quasiment tous les muscles du corps, ok, pour savoir s'il a récupéré ou pas. Alors là, c'est pas une atteinte d'un nerf périphérique, c'est une atteinte systémique, c'est-à-dire que à un moment donné, je trouve plus le terme et la raison, c'est pas une bactérie, je sais plus, peu importe. C'est une atteinte neurologique périphérique massive. Le début de leur pathologie, les patients sont en réanimation, intubés, ventilés, mais en tout cas au départ, ils sont alités. Pour autant, on va quand même bien vous demander de faire un bilan. C'est un patient qui, vu l'atteinte neurologique périphérique, il va bien falloir arriver à tester ce qu'il a. Vous n'allez pas pouvoir le placer en position assise, ce patient, d'accord? Pourtant, quand il va commencer à récupérer, il va bien falloir, à partir de la position de décubitus, être capable de savoir si je suis à 0 ou à 1, en admettant que je visualise une contraction au niveau du grand pectoral. Mais là, j'ai l'impression qu'il est capable de faire plus. Sauf que je ne peux pas le mettre assis pour avoir une adduction horizontale sans la pesanteur. Dans ce cas-là, je vais soutenir le membre supérieur. Je ne vais pas l'aider, je vais le soutenir. Et je vais voir si en soutenant le membre inférieur, il est capable de produire une contraction telle que lui, activement, est capable de déplacer sur 10, 20 degrés en adduction horizontale. Vous me suivez? Ouais. Là, non, moi je suis perdu là. Ah bon? Parce que s'il est en décubitus, qu'on lui demande de l'adduction horizontale, il se retrouvera contre-pesanteur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oriane, voulez-vous bien reprendre vos explications du début? Pourquoi faut-il soutenir un membre dans certaines positions? Parce que sinon, du coup, il va devoir aussi supporter la flexion, l'abduction, les autres forces musculaires, et du coup, ça va le fatiguer et ça va être plus dur pour lui de faire le mouvement. Est-ce que c'est la seule raison?
Non. Pour éviter qu'il fatigue, on soutient le membre Voilà. pour qu'il puisse finir le mouvement. Alors, c'est pas tout à fait la raison de la fatigue. Faut limiter la pesanteur au maximum. Exactement. C'est le thérapeute qui tient, du coup, c'est comme s'il était sur la table en soi. Voilà. C'est ça la raison. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas d'autre possibilité. Votre patient, il tient pas assis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que manifestement, dans l'observation que vous avez, on a passé le stade du 0. Manifestement, moi, je sens, là, ici, que j'ai quand même une contraction du grand pectoral. D'accord? Pour autant, si je ne peux pas le placer en position assise, je me retrouve, Kevin, dans la position que j'ai là, c'est-à-dire que le patient est couché. Moi, je sais qu'il est capable d'aller bien au-delà de 1, c'est-à-dire contraction sans déplacement possible. Pour autant, si je ne l'aide pas, et c'est là la petite subtilité, il va être incapable de déplacer la totalité du membre supérieur sans pesanteur, puisque le maximum de pesanteur s'exerce dans cette position-là. Je suis toujours couché sur mon lit, vous me suivez? Si je veux déterminer la possibilité qu'a le patient de manière active de pouvoir réaliser une adduction horizontale dans la gléno-humérale, je vais m'arranger pour, moi, supporter le poids du membre supérieur à hauteur de son poids. C'est-à-dire que moi, je vais compenser l'effet de la pesanteur en soutenant, par une prise en berceau, le membre supérieur du patient. Vous me suivez, Kevin? Oui, mais tant qu'il n'y a pas de mouvement, ça va. C'est quand on trouve le mouvement, en fait. Je comprends pas comment on peut savoir que le mouvement, il n'est pas dû justement à notre prise. Ah bah, vous êtes kiné. Vous savez quand même bien si vous supportez le poids du membre ou si c'est vous qui activement, vous, avec votre effort de kiné, va placer la scapulo-humérale en adduction. Rassurez-moi quand même, parce que alors là, sinon je me dis... Oui, mais si on le voit faire un mouvement, ça veut dire qu'il sera déjà sur du 2+. Ah bah pas forcément. Non, mais il le sait. Qui a répondu? J'ai pas entendu. Faut se mettre en palpation pour sentir déjà la contraction du muscle. Si on n'est pas sûr que ce soit nous qui fassions le mouvement ou si c'est le patient qui fait lui-même, on reste en palpation. Déjà, vous êtes en palpation, mais Kevin, le patient, il est sur le lit. Oui. Vous êtes d'accord que sur le lit, dans cette position, on parle toujours de l'adduction horizontale. Oui. Placez-vous, je vous vois pas, mais essayez, dans la situation où vous êtes là actuellement, d'imaginer le fait que vous soyez couché et que vous voulez faire de l'adduction horizontale. Moi, je viens de vous dire, je suis dans la situation où je suis sûre que le grand pectoral se contracte, sans mouvement. Ça, je l'ai déjà vu, la veille, il faisait ça. Aujourd'hui, ou une semaine plus tard, je repasse le voir et moi, je me dis, là, je suis sûre que là, manifestement, ce que j'ai senti sous ma main est un petit peu plus puissant. Je vois un petit peu plus le relief musculaire que ce que je ne voyais la semaine dernière. Donc moi, je suis en train de me dire que il a peut-être une certaine capacité à pouvoir déplacer en adduction horizontale le membre supérieur. Vous me suivez toujours, Kevin? Oui. Donc, le problème, c'est que si je veux absolument n'exercer aucune pesanteur sur le membre supérieur pour que ce patient réalise l'adduction horizontale, il faudrait que je le place en position assise et que je place le membre supérieur. Vous imaginez ici, là, sur une table. Oui. Si je fais ça, le grand pectoral est bien capable d'amener ici, alors il faut que je commence comme ça, d'amener ici mon membre supérieur et donc la gléno-humérale entre la position d'abduction à 90 degrés et la position ici que j'ai définie comme étant le maximum de la liberté articulaire en adduction horizontale. Vous êtes bien d'accord qu'ici, je suis sans pesanteur. Oui. Mais je suis en position assise. Oui. Ça veut dire que là, moi, ce patient-là, moi, je sais qu'il est capable. Et si je pouvais le mettre en position assise, imaginons que moi, j'ai bien travaillé comme kiné.
j'ai gardé absolument toute la liberté articulaire en adduction dans la gléno-humérale, et moi, quand je me mobilise passivement, j'ai absolument toute l'amplitude dans la gléno-humérale. D'accord? Oui. Sauf que ce patient-là, si je le mets en position assise, eh bien, imaginons que si je le mettais à partir de la position de l'abduction à 90, il est là en position assise, il est capable de faire 15 degrés. Ça veut dire que vous coteriez ça comment? En position assise, du coup, il Dans cette sera 1 plus. position-là, la liberté articulaire, c'est 90 degrés d'adduction horizontale. Et là, dans la position sans pesanteur, le patient, il est capable de réaliser sans compensation 15 degrés d'adduction. Quelle est la cotation de testing que vous accordez à ce patient? Il a 1 plus, du coup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Il a un plus. Oui? Kevan, ce patient-là, je ne peux pas le mettre en position assise, mais moi je suis sûre, parce que j'ai de l'expérience, et je sais qu'il est capable de faire autre chose. Je n'ai pas le droit de le mettre en position assise. Il faut bien que je trouve un moyen de faire en sorte que le grand pectoral puisse se contracter sans que les autres muscles, si dans le cas d'un Guillain-Barré, sont dans la même situation que le grand pectoral, autrement dit, le trapèze, le deltoïde antérieur, enfin le deltoïde dans son ensemble, le supraépineux, il a les mêmes capacités que le grand pectoral. Ça veut dire que les muscles périarticulaires de l'épaule ne sont pas capables de supporter le poids du membre supérieur. Vous me suivez toujours? Oui, oui, oui. Donc moi je dis, je suis sûre que ce patient, il est capable de faire autrement. Puisque je ne peux pas le mettre en position assise, il faut que je trouve un moyen de doter la pesanteur qui s'exerce sur le membre supérieur. Le seul moyen pour moi d'ôter la pesanteur, c'est de supporter au moyen d'une prise en berceau le poids du membre supérieur, moi, dans mes membres supérieurs. C'est moi qui vais soutenir le poids du membre du patient. D'accord? En soutenant le membre du patient, je vais lui dire, monsieur, essayez d'amener la pointe de votre coude au plafond là-haut, d'accord? Vous allez amener votre bras à la verticale. Quand vous aurez soutenu le membre du patient, vous, quand vous allez sentir et percevoir, vous êtes en palpation avec votre main contralatérale, vous allez être en palpation sur le grand pectoral, d'accord? Quand vous allez sentir la contraction, vous allez bien sentir si, comme vous soutenez le poids du membre, votre patient il est capable d'avoir les 15 degrés. Donc vous allez l'accompagner dans le mouvement. Mais c'est pas vous qui allez réaliser le mouvement. C'est là la différence. Oui, oui, d'accord. Est-ce que ça vous parle mieux? Oui, c'est bon, c'est... Oui, c'est mieux. C'est clair pour vous? Donc au final, eh bien, c'est une alternative. Et dans la vraie vie, vous passerez votre temps à faire des alternatives. C'est-à-dire que les positions strictes que vous avez dans les bouquins de MFM, c'est celles qu'on vous oblige à apprendre en première année pour être capable de les adapter au maximum et d'avoir très rapidement une vision de la capacité fonctionnelle de votre patient, ou en tout cas de la capacité à mobiliser telle ou telle articulation, soit contre pesanteur, soit sans pesanteur. Est-ce que c'est sûr que c'est clair pour vous, Kevin, maintenant? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez dans la capacité, en tout cas en tant que kiné, vous êtes bien dans la capacité de juger si c'est vous qui réalisez le mouvement passivement, ou si vous vous contentez de faire un espèce de plan de glissement, comme a dit Valérie tout à l'heure. Sauf que c'est pas un vrai plan de glissement, puisque vous pouvez pas reproduire une table. Mais en fait, c'est comme si votre patient, finalement, il se retrouvait avec un membre supérieur qui ne pesait plus rien. Il est dans la lune, son membre supérieur pèse plus rien, et il va être capable de pouvoir réaliser coucher sur le sol de la lune, et pour autant, il va faire 15 degrés. Vous serez toujours à 1 plus. Oui? D'accord, oui. Si j'ai réussi à vous expliquer ça, tant mieux. Mais du coup, toujours par rapport à ça, est-ce que ce serait possible de demander juste un mouvement d'adduction, pas horizontal, d'adduction pure, comme il a aussi cette composante-là? Alors,
L'adduction pure. Ah, ça va nous emmener encore ailleurs. Hein. Qui fait de l'adduction pure et de quoi il y a besoin? Le trapèze moyen, Alors, le trapèze moyen, il fait de l'adduction mais de la scapula. exactement. Bah après, il y a le grand rond, Grand dorsal. le Scapulaire. petit rond. Le grand dorsal. Le grand rond. Scapulaire, non? J'ai pas compris. Subscapulaire. Ouais, il fait de la rotation médiale, hein, surtout le subscapulaire. Hein. C'est un rotateur médial extrêmement puissant. Celui-là, il nous embête beaucoup dans les atteintes de type plexus brachial. Mais oui, donc si vous demandez de l'adduction, ça va être quand même assez compliqué, puisque là, vous allez avoir potentiellement beaucoup de mise en œuvre. Alors effectivement, vous allez avoir la mise en œuvre du trapèze moyen, Valentine. Donc on peut peut-être imaginer que c'est un agoniste, mais ce n'est pas, le trapèze moyen n'est pas un adducteur dans la gléno-humérale. Non, on est bien d'accord, oui, c'est pour la scapula. Exactement. Donc, de toute façon, comment j'ai envie de vous dire, ça peut être un moyen, l'adduction, à partir de 90 degrés d'abduction. Ça peut être un moyen pour vous d'avoir une vision assez globale de l'adduction. Vous êtes en palpation, hein, au niveau du sternum, de la clavicule, au niveau de l'insertion des tendons, hein, tous les grands là qui s'insèrent sur la face médiale de l'humérus. Vous allez voir qu'ils se contractent. Et ça peut être un moyen pour vous d'aller voir si effectivement il y a du grand dorsal, parce que s'il y a du grand dorsal, on va partir en rotation médiale, on risque peut-être d'avoir une inclinaison du tronc, d'accord, ou un rapprochement de la crête iliaque. Donc c'est à partir de tout ça que vous allez pouvoir juger. Bah voilà, c'était un peu mon idée de voir un peu les compensations, si il y a des compensations d'extension ou autre. Alors, c'est aussi, vous êtes aussi dans l'adduction, si vous partez ici, mais vous n'êtes plus dans de l'adduction horizontale. C'est-à-dire que là, le fait de le tester en adduction horizontale, qui est sa grande action, il peut être complété par le faisceau antérieur du deltoïde, d'accord? Mais c'est un peu comme l'histoire du moyen fessier, du TFL, etc. Oui. C'est-à-dire que quand vous voulez tester précisément un muscle, soit en raison de son innervation particulière, soit parce que précisément je suis dans une polyradiculonévrite ou une atteinte de type Guillain-Barré, où il faut que vous soyez très précis dans le bilan initial et le décodage très précis muscle par muscle, ça va pas être la même exploration que quand vous vous dites, ah bah tiens, allez, je vais explorer un petit peu ce qui se passe en adduction, hein, et donc je vais lui demander de l'adduction, mais l'adduction, je sais que j'ai le grand rond, je sais que j'ai le grand dorsal, je sais que j'ai ci, j'ai ça, sauf que ça va être un peu un espèce de fatras, et vous allez essayer de voir si le patient est capable d'avoir de l'adduction. D'accord? Mais au-delà de ça, ça va être une fonction, vous allez tester plutôt une fonction au regard de telle ou telle amplitude articulaire, de telle ou telle capacité. Donc c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes moyens, mais c'est une technique d'exploration comme une autre. Ça dépend de ce que vous voulez faire précisément. Et c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que très rapidement, eh bien, l'adduction, par exemple, hein, c'est celle, et là, associée à la rotation médiale, hein, c'est celle qui est très utile pour les femmes, hein, et c'est celle quand il y a des atteintes de l'épaule, vous avez des femmes qui peuvent plus mettre de soutien-gorge. Alors, dans la génération actuelle, ou même la mienne, bah voilà. Sauf que les personnes d'un certain âge, qui ont toujours porté des soutiens-gorge, bah parfois, c'est pas toujours très simple pour elles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça dépend du contexte, ça dépend de ce que je veux en faire, ça dépend des possibilités. Et puis après, c'est pour ça qu'après, vous allez régler votre bilan, régler la récupération et proposer les techniques pour ajuster vos objectifs. Est-ce que je suis plutôt dans quelque chose de fonctionnel ou pas, hein? En fait, là, vous partez de quelque chose qui est théorique en partie, hein, d'accord, mais en tout cas très séquencé. Mais vous avez besoin, au cours de votre première année, d'être extrêmement précis dans le séquençage pour arriver à faire quelque chose qui soit plus global, mais que vous soyez capable de le séquencer en fonction de telle ou telle pathologie ou polypathologie ou atteinte, ou puisque vous allez commencer par la traumato et l'orthopédie l'année prochaine, vous avez des contre-indications absolues à l'appui. Eh bien, par exemple, si vous avez une contre-indication absolue à l'appui,
vous saurez que les muscles des membres inférieurs, vous n'avez pas le droit de les tester au-dessus de la position contre-pesanteur. C'est tout ça que ça veut dire. Hein? Donc en fait, là, ce qu'on va y ajouter plus par couche, comme vous savez ce que veut dire la contraction musculaire contre-pesanteur, si vous faites travailler contre-pesanteur un muscle, eh bien forcément, vous allez mettre en péril le montage du chirurgien. Mais le chirurgien, lui, il va vous mettre rééducation membre inférieur, appui autorisé dans 5 semaines. Et encore là, vous aurez pas mal d'informations, ostéosynthèse, voilà, comme type. C'est à vous de savoir ce que vous avez à faire dans un contexte comme ça. C'est tout ce que revendiquent les kinés dans le choix des techniques, dans la compréhension et dans le fait qu'on est capable de décoder, sauf que c'est ça qui est compliqué au départ pour vous, c'est que le médecin, il va pas vous dire, tu fais ça, tu commences par là, dans 3 semaines, eh bien, tu vas mettre un petit peu d'appui, tu le fais marcher à 3 temps, à 4 temps, à 1 temps, tu lui mets un déambulateur postérieur, tu le mets pas en position assise, tu récupères la flexion dans la coxo-fémorale, tu vas pas au-delà de 90, tout ça, c'est à vous de le savoir. Jamais vous n'aurez des indications comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire là en première année, c'est votre mallette à outils qui sera complétée, mais c'est celle qui est de base, celle sur laquelle vous allez vous appuyer pour décliner votre prise en charge en fonction de tout ce qui va vous être amené dans les années futures. C'est une autre manière de voir cet apprentissage qui vous semble rébarbatif, je comprends, mais tout ce que vous êtes en train de manipuler dans un sens, dans l'autre sens, va vous aider à pouvoir mettre en place votre traitement, réfléchir à quelque chose dans les années futures. Ok ? D'accord. Donc en fait, eh bien voilà, il y a des déclinaisons différentes dans les bouquins de MFM d'année en année avec les progrès de l'EMG, avec les connaissances, avec des gens qui travaillent dans les sciences fondamentales, hein, alors, enfin en tout cas et puis là avec le nombre de chercheurs qui sont en train d'apparaître chez les kinés, hein, qui sont déjà diplômés kinés, puis qui après font un master 2 en biomécanique, puis qui après se lancent dans une thèse, c'est des gens qui bossent dans la compréhension fondamentale de la kiné, de même que un kiné peut le faire, évidemment, mais là, la recherche commence à être un petit peu plus structurée en kiné et permet d'avoir des résultats. Donc c'est tout ça qui permet de faire progresser aussi la connaissance dans le bilan musculaire. Mais pour autant, eh bien, on peut aussi imaginer que, eh bien, ce que vous avez, qui est votre support, et ce sur lequel, eh bien, on va vous poser des questions et de la compréhension. Donc, ça, vous savez, mais les questions que vous posez vous servent à alimenter la compréhension, ce que je disais avec le grand pectoral, c'est-à-dire que là, vous savez ce que fait le grand pectoral, vous savez quand s'exerce la pesanteur ou pas. Là, par contre, après, de pouvoir indiquer, tiens, ouais, si c'est plutôt le chef claviculaire, chef sternal, nous indique à nous, soit tuteur de stage, soit enseignant fondamental à l'école, comment vous avez bien compris le rôle du grand pectoral et comment je peux discerner un petit peu plus ce qu'il fait et ce sur quoi je vais pouvoir peut-être insister ou pas dans le futur. Ouais. Eh ben, je crois qu'il est 18h, non ? 18h05 même. Encore d'autres questions ou c'est bon pour vous ? Moi, j'en ai une qui va être très rapide. Ouais. Le mouvement d'antépulsion, déjà, est-ce que la sagittalisation et l'abduction de la scapula, c'est la même chose ? Est-ce que c'est bien compris dans le mouvement d'antépulsion ? Est-ce qu'il y a autre chose comme un tilt antérieur, par exemple ? Alors là, il y a plusieurs notions. Donc à la fois vous parlez, alors l'antépulsion, vous me parlez quoi? De l'antépulsion du moignon de l'épaule, vous me parlez de de la scapulo-homothoracique? Non, l'antépulsion du moignon. Alors l'antépulsion du moignon de l'épaule, on en revient à ici l'antépulsion du moignon de l'épaule, ou celle que vous allez pouvoir, soit elle est associée au mouvement qu'on avait indiqué qui met en évidence le dentelé antérieur, soit effectivement l'antépulsion du moignon de l'épaule, celle que je suis en train de vous mimer ici, que vous allez retrouver par exemple dans les syphoses thoraciques importantes, vous avez bien une antépulsion du moignon de l'épaule, d'accord ? Si je me mets ici de profil,
eh bien, vous allez bien. Ici, la position naturelle, ici, l'antépulsion du moignon de l'épaule. Donc, dans cette antépulsion du moignon de l'épaule, comment vous décodez la position de la scapula par rapport au grille thoracique? Bah, pour moi, justement, elle fait une sagittalisation ou abduction, si c'est bien la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de sagittalisation ou d'abduction? C'est que déjà, la scapula, c'est pas un plan plat, hein, la face antérieure de la scapula, déjà, c'est pas un os complètement plat qui va se mobiliser elle aussi sur une surface plane. Hein. La cage thoracique, elle est bombée dans tous les sens de l'espace, d'accord? Ce qui veut dire que quand on regarde les scapulas, eh bien forcément, c'est pas ça, ça va être plutôt ce mouvement-là, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'on parle de sagittalisation aussi? C'est parce que l'abduction, et je me réfère à ce que je disais tout à l'heure, l'abduction, c'est normalement, si on considère ici l'axe des processus épineux et le rachis entre les deux abductions, si c'était un plan plat qui se mobilise sur un autre plan plat, l'abduction, c'est bien l'écartement de la scapula par rapport à son plan de référence, les processus épineux, basiquement, ok? Abduction, je m'en rapproche. Abduction, je m'en éloigne. D'accord? Oui. Donc, je m'en éloigne. Sauf que la scapula, je vais me mettre comme ça, la scapula, elle ne fait pas simplement ça. La scapula, elle fait ça. Oui, elle suit le grille costal. Elle suit le grille costal. En suivant le grille costal, je me remets dans cette position. Si elle suit le grille costal, vous êtes bien d'accord que ici, au milieu, j'ai bien les processus épineux. Si elle suit le grille costal, elle va bien s'écarter des processus épineux. Vous me suivez? Oui, oui. Mais en suivant le grille costal, qui est dans cette position de repos, on va dire plutôt dans le plan frontal, quand la scapula s'en éloigne avec une sonnette, elle va suivre cette convexité du thorax et elle va prendre une orientation qui va devenir plus sagittale que celle qu'elle avait avant quand elle était au repos. C'est pour ça qu'on parle de sagittalisation. Oui. D'accord? Donc, l'abduction, c'est ce qu'on décrit dans les mouvements de la scapula, d'accord? Mais effectivement, alors ça dépend anglo-saxon et puis ça dépend des supports que vous avez en biblio, parce que je sais même plus trop qui utilise quoi, mais en l'occurrence, le principe c'est ça, c'est que l'abduction, forcément, eh bien, c'est une sagittalisation de la scapula puisqu'elle sort de son plan frontal. Hein, si ce n'était que de l'abduction, elle resterait dans le plan frontal, ce qui est faux. Donc, globalement, c'est la même chose. C'est juste que, effectivement, dans l'abduction, vu sa convexité, vu la convexité du grille thoracique, une abduction entraîne forcément une sagittalisation, au final. Donc, c'est globalement la même chose. C'est pas la même terminologie, mais dans les oui, ça revient au même. Enfin, ça revient au même. Maintenant, ça dépend de quoi vous parlez. C'est-à-dire que si vous parlez de la scapula, quels sont les mouvements de la scapula, vous n'allez pas dire sagittalisation. Quand on vous demande les mouvements de la scapula dans le mot thoracique, on vous dit bien élévation, abaissement, sonnette médiale, sonnette latérale, avec le point de rotation sous l'épine, d'accord? Et vous parlez bien d'abduction, abduction. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Ouais. On parle de sagittalisation plutôt quand on parle du complexe de l'épaule et de la nécessité de la sagittalisation quand on va dans les amplitudes d'abduction, de flexion, voire d'antépulsion du moignon de l'épaule, puisque là, eh bien, on a bien la mobilisation de la scapula sur le grille costal. D'accord? Donc, on parle plutôt comme ça. Quand on ne décrit que les mouvements de la scapula, on va parler d'abduction-abduction. Par contre, quand on décrit les mouvements qui se passent globalement dans le complexe des épaules, y compris de la scapula, on parle de sagittalisation. Hein, globalement. Mais ceci dit, vous ne ferez pas une erreur si vous parlez d'abduction. D'accord? Maintenant, revenons à ce mouvement ici d'antépulsion du moignon de l'épaule. L'antépulsion du moignon de l'épaule, on a bien ici une projection en avant du moignon de l'épaule, et souvent, quel est le responsable? Qui, dans les muscles, peut-être que vous avez peut-être abordé en EMFM ou peut-être en rachis, quoique ça m'étonnerait, vous n'êtes pas aussi avancé que ça.
quand vous parlez de tilt ou de bascule antérieure? Petit bec. Petit pectoral. Petit pectoral. Le petit pectoral, parce qu'il s'insère où, le petit pectoral? Sur la coracoïde Processus coracoïde. et les côtes. Les côtes, Sur le processus coracoïde et sur les côtes. Donc, effectivement, quand le point fixe, ce sont les côtes, eh bien, le point fixe, ce sont les côtes, eh bien, c'est la coracoïde qui va s'antérioriser et basculer, c'est ce qu'on appelle le mouvement du tilt. Et effectivement, ça accompagne cette antépulsion du moignon de l'épaule. C'est aussi pour ça que le petit pectoral, eh bien, il est souvent très sollicité quand vous avez des atteintes respiratoires, hein, parce que quand le point fixe devient l'apophyse coracoïde, eh bien, il est capable d'agir sur les premières côtes en ouverture. D'accord? Donc, en fait, vous avez là encore, quand vous avez une projection, une antéposition du moignon de l'épaule, eh bien, l'épaule, on parle bien de l'épaule parce qu'il y a des modifications dans la position de chaque surface articulaire et de chaque petite structure qui règle la position de l'omoplate, à savoir la clavicule. L'homothoracie, il faut qu'elle soit mobile, et c'est pour ça qu'on décrit tout ça en même temps. Donc vous retrouvez dans l'antéposition de l'épaule souvent eh bien, une rétraction des petits pectorales, et c'est souvent ça, par exemple, que vous allez explorer là aussi dans le bilan des hypoextensibilités quand vous avez des hypersyphoses thoraciques. Eh bien, vous avez souvent associé une antéposition des deux moignons de l'épaule, un tilt antérieur, une rétraction des droits pectoraux, je les ai cités tout à l'heure, mais aussi des petits pectoraux. Ok, merci. C'est bon pour vous? Encore une question? Non? Je crois que la semaine prochaine, il doit y avoir encore, il me semble qu'on fait encore une session, je crois, jeudi après-midi, avec Jérémy Martin et Hélène Marino. Donc si vous avez encore des questions, ça peut être de l'EMFM, ça peut être du BDK, mais ça peut être aussi du rachis. Hein, je crois que ça va être dans la dernière semaine. Ok? Ok, merci. Eh bien, merci à vous, en tout cas. Passez une bonne Pâques. Mangez pas trop de chocolat, mais mangez-en un peu quand même. Hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Ok? Voilà. Allez. Merci, au revoir. Bon après-midi, bon week-end. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.